Il est 19 h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. Sans plus tarder les titres de l'actualité. Le président de la République a félicité Djamel Sedjati, médaillé d'argent du 800 mètres aux mondiaux de Tokyo. L'athlète algérien signe un chrono historique, un exploit qui place l'athlète dans la course la plus rapide de l'histoire des championnats du 800 mètres. Nous irons à New York où le ministre des Affaires étrangères, chargé par le président de la République de représenter l'Algérie aux travaux de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Au programme, débat général et réunion au Conseil de sécurité avec un focus sur la question palestinienne. Demain, près de 12 millions d'élèves reprendront le chemin de l'école, une rentrée marquée par l'ouverture de centaines de nouveaux établissements et des réformes pédagogiques. Les manuels scolaires sont disponibles en quantité suffisante et à prix réglementé. À l'international, Gaza vit toujours dans le chaos. Les bombardements sionistes se poursuivent. La population fuit dans des conditions inhumaines sans refuge sûr. Une tragédie face à laquelle le Conseil de sécurité a échoué à imposer un cessez-le-feu. Et puis à Bruxelles, les militants du RIF se sont rassemblés à l'occasion du 104e anniversaire de la République du RIF. Une mobilisation pour dénoncer la répression marocaine et porter leur cause sur la scène internationale. La correspondance dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République a félicité le coureur Djamel Sedjati après avoir remporté aujourd'hui la médaille d'argent du 800 mètres des mondiaux d'athlétisme qui se déroule à Tokyo, au Japon. Sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, Abdelmajid Tebboune a écrit « Bravo à toi, notre champion Djamel Sedjati, pour cet exploit tant attendu aux mondiaux d'athlétisme à Tokyo. Tu as honoré l'Algérie et l'emblème national. Plein succès pour la suite de ton parcours avec l'aide d'Allah. » Un exploit à Tokyo, Djamel Sedjati offre à l'Algérie sa première médaille aux mondiaux. L'athlète algérien prend la deuxième place du 800 mètres derrière le Kenyan Emmanuel Wanyoni et devant le Canadien Marco Arop. Avec un chrono d'1 minute 41 secondes et 90 centièmes, Sedjati réalise son meilleur temps en passant sous la barre des 1 minute et 42 secondes et entre ainsi dans l'histoire, surtout qu'il s'agit de la course la plus rapide jamais disputée au championnat du monde d'athlétisme. Chargé par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines est à New York aujourd'hui pour prendre part aux travaux du segment de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une édition placée sous le thème « Mieux ensemble », plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Ahmed Attaf représentera l'Algérie au débat général de cette assemblée, prévu du 23 au 30 septembre. Le ministère d'État participera à plusieurs réunions de haut niveau au Conseil de sécurité onusien, notamment la session de débat programmée à la demande de l'Algérie et de nombre de pays islamiques sur la question palestinienne, ainsi que la réunion convoquée par la République de Corée sur l'intelligence artificielle et ses implications pour la paix et la sécurité internationale. Au siège des Nations Unies, le ministre d'État Ahmed Attaf a procédé à la signature de l'accord relatif à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones, ne relevant pas de la juridiction nationale, et ce, juste à l'entame de sa visite à New York, pour prendre part aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de la secrétaire générale adjointe aux affaires légales et conseillère juridique des Nations Unies, Linor Hammarskjöld, un accord qui renforcera la protection de la biodiversité en haute mer et assurera une utilisation durable et rationnelle au profit du monde entier. L'Algérie a officiellement rejoint l'Assemblée interparlementaire de l'Association des nations de l'Asie et du Sud-Est en tant qu'unique membre observateur, une importante réalisation pour la diplomatie parlementaire sous l'impulsion du président de la République. Cette adhésion a été officialisée ce samedi lors d'une cérémonie tenue à Kuala Lumpur en Malaisie en marge de la session annuelle de cette organisation parlementaire de poids. Une délégation de l'APN conduite par le vice-président de l'Assemblée, Monder Bouden, en sa qualité de représentant du président de l'APN,
Brahim Bourali a pris part à cette cérémonie, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie en Malaisie, Abdelhafid Ben Nour. C'est en tout cas là un pas supplémentaire qui conforte le rôle de l'Algérie comme passerelle stratégique entre l'Algérie, le monde arabe et l'Asie. L'IPR, rappelons, a été créée en 1977, joue un rôle clé dans la promotion de la paix et de la coopération régionale. L'Algérie met en avant sa transition énergétique sur la scène internationale à l'exposition universelle d'Osaka, une présentation de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert, avec l'objectif de diversifier les ressources d'énergie. Alors, des experts ont expliqué les grands axes de cette stratégie tout en mettant en avant les projets déjà réalisés en Algérie et ont rappelé que notre pays vise la production de 15 000 MW d'énergie renouvelable d'ici 2035. Des discussions qui ont lieu à l'occasion des journées portes ouvertes sur cette stratégie nationale au niveau du stand algérien. Nous vous en parlons en titre. C'est demain la rentrée pour près de 12 millions d'élèves à travers tout le pays. Une nouvelle année scolaire qui s'annonce particulière avec de nouveaux établissements, des centaines d'établissements, des réformes pédagogiques avec l'accent mis sur la santé et le bien-être des élèves. Les autorités promettent en tout cas une rentrée bien préparée, que ce soit pour accueillir les élèves dans des conditions optimales ou encore alléger le cartable. Les détails avec Bede Amarni. Fini les vacances. Après des mois de repos, les enfants reprendront le chemin de l'école. Cette année, ils sont près de 12 millions d'élèves à faire leur rentrée scolaire. Ils seront encadrés par 1 million de fonctionnaires entre enseignants, responsables éducatifs et pédagogiques. Cette nouvelle rentrée 2025-2026 sera marquée par la réception de plus de 600 nouveaux établissements scolaires à travers le pays. Les autorités à charge de ce secteur ont préparé cet événement national des mois durant pour assurer son bon déroulement. Les responsables du secteur de l'éducation nationale s'emploient à exécuter sur le terrain les décisions et les instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, concernant la bonne prise en charge des élèves des 3 paliers scolaires, primaires, moyens et secondaires, notamment en ce qui concerne entre autres la restauration, le transport scolaire, le chauffage et le sport. Cette rentrée est placée sous le signe de la santé scolaire en consacrant la première semaine à des activités de sensibilisation sous le slogan « La santé scolaire pour un avenir sain et sécurisé » en coordination avec le ministère de la Santé et la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. À cet effet, un cours inaugural sera donné le premier jour, suivi d'ateliers interactifs et des activités de sensibilisation tout au long de la semaine portant sur la santé et la nutrition saine pour le cycle primaire et les dangers des boissons énergétiques, la dépendance aux écrans et aux substances psychotropes pour les cycles moyens et secondaires. Le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Sghir Saadawi, a insisté sur la livraison des établissements scolaires dans les délais et mis en avant l'importance d'assurer l'encadrement administratif et pédagogique, notamment dans les nouveaux établissements. Il a également mis l'accent sur la généralisation de l'éducation physique et sportive en dotant les établissements scolaires d'équipements adéquats et l'aménagement des espaces et structures sportives nécessaires. Concernant la numérisation, le ministre a affirmé la nécessité d'établir des listes précises des établissements non connectés au réseau afin d'y remédier. Il évoquera aussi la généralisation des tablettes électroniques dans les écoles dans le but d'alléger le poids des cartables et d'améliorer les conditions de scolarisation et la qualité de l'enseignement. Sur le plan pédagogique, la rentrée sera marquée par la réorganisation des matières et des horaires pour la 3e année de l'enseignement primaire. Il faut savoir que le secteur de l'éducation nationale connaîtra de nouvelles réformes dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail et d'augmenter le niveau de performance. Et puis qui dit réforme et amélioration des conditions de travail, dit aussi outils pour les élèves. Cette rentrée, pas de casse-tête pour les familles. Les manuels scolaires sont bel et bien disponibles partout dans le pays et en quantité suffisante. Les établissements ont reçu leur quota. Des lots sont également préparés pour simplifier les achats avec en plus le paiement électronique pour gagner du temps. Maïssa Bouala. Afin de garantir la disponibilité des manuels scolaires, leur vente est assurée au niveau des établissements éducatifs, mais aussi au niveau des points de vente agréés, aussi bien publics que privés, et ce à travers l'ensemble du territoire.
Nous préparons des lots de manuels scolaires afin de faciliter et simplifier l'opération d'achat. Les points de vente restent ouverts toute la semaine sans interruption. Il est à noter également que le service de paiement électronique est disponible. Les manuels scolaires sont disponibles chez nous en quantité suffisante et à un prix réglementé fixé par l'État algérien. Des mesures destinées à assurer la disponibilité des manuels scolaires et à alléger la pression sur les établissements éducatifs, tout palier confondu. المؤسسات التربوية سواء في التعليم الابتدائي أو التعليم المتوسط أو التعليم الثانوي قد استلمت الحصة. Les établissements éducatifs, qu'il s'agisse du primaire, du moyen ou du secondaire, ont reçu leur quota de manuels scolaires dans toutes les matières. Ainsi, l'ensemble des besoins est couvert en fonction du nombre d'élèves inscrits. Nous avons par ailleurs distribué les livres scolaires au profit des élèves démunis. بالقدر الكافي حسب تعداد التلاميذ بالمؤسسات التربوية. تم الانتهاء كليا من تسليم هذه الكتب حسب القائمة الخاصة بالتلاميذ المعوزين. L'opération de vente se poursuit sans délai afin de permettre aux élèves d'acquérir leur manuel scolaire en toute sérénité. L'actualité internationale reste dominée par le génocide en cours à Gaza. L'entité sioniste poursuit ses bombardements et avance sur plusieurs fronts tout en imposant un blocus qui plonge la population dans la famine et la peur. Les Palestiniens sont forcés à l'exil, parfois à pied ou encore entassés dans des camions sans savoir vraiment où aller. Une situation face à laquelle le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué une nouvelle fois à imposer un cessez-le-feu. Un échec qui a en tout cas suscité la colère de l'Algérie. Selma Al-Awadi et Badamani. Forte du soutien de Washington et d'une communauté internationale velléitaire, l'entité sioniste poursuit son génocide à Gaza avec en ligne de mire l'annexion des territoires palestiniens. Un objectif qui passe également par le déplacement forcé des populations, lesquelles parcourent des kilomètres à pied ou à bord de camions tentant de rallier le centre et le sud de Gaza, laissant derrière eux leur vie et leurs souvenirs. Ils marchent vers l'inconnu en gardant tout de même l'espoir d'un possible retour à leur terre. Les avions militaires bombardent sans cesse nos maisons. Nous n'avons rien pris avec nous. Nous nous sommes contentés de sortir nos enfants des décombres. Tous les jours des déplacements, nous voulons en finir avec cette guerre. Nous sommes fatigués et nous voulons que cette guerre cesse. La peur et la souffrance accompagnent les Gazaouis dans leurs déplacements. Abou Yasser tire pendant des heures sa charrette lourde de ses affaires, sachant qu'aucun lieu n'est sûr, même pas le sud. Le déplacement est une tragédie. Comme vous le constatez, cela fait 3 jours que nous tirons notre charrette qui est lourde, car les prix du transport sont excessifs. L'armée sioniste assiège Gaza et ne cesse d'intensifier ses bombardements. Elle avance vers le nord et vers l'est. Malgré cette agression, beaucoup de Gazaouis lui tiennent tête en ne quittant pas leur enclave. Il serait d'ailleurs plus de 500 000 Gazaouis à refuser le déplacement. Nous sommes des civils innocents, nous ne quitterons pas Gaza. Faites ce que vous voulez, tuez-nous, égorgez-nous, rien ne changera notre position. La situation humanitaire est catastrophique. En plus des déplacements, la famine et la malnutrition font des ravages. Pour l'occupant sioniste, la famine est devenue une arme de guerre pour contraindre les civils à quitter la bande de Gaza. Ces images montrent des milliers de Gazaouis dans d'interminables files d'attente pour avoir une maigre portion de nourriture. Les enfants sont les plus touchés par la famine et beaucoup d'entre eux ont péri. J'ai des douleurs partout et les éruptions cutanées se propagent sur tout mon corps. Je ne peux pas avoir une vie normale. Je suis venue prendre un peu de nourriture. Mes enfants ont très faim. Cela fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé. Gaza a faim. Elle a soif. Ses enfants meurent chaque jour des suites de la malnutrition. L'entité sioniste empêche l'entrée des vivres, plongeant les populations gazaouis dans le chaos. Depuis Bruxelles, les militants rifins poursuivent leur combat et multiplient les appels pour recouvrer les droits usurpés par le Maroc à travers une manifestation à l'occasion du 104e anniversaire de la République du Rif. Il s'agit pour eux de faire entendre la voix du Rif au-delà des frontières et de rallier un soutien international à leur cause. La correspondance est signée Afef Belouchette.
Vive le RIF, c'est l'un des slogans qui ont résonné aujourd'hui dans les rues de Bruxelles. Les manifestants rifains ont choisi le cœur de l'Europe pour briser le silence sur leur droit à restaurer leur État en ce 104e anniversaire de la République du RIF. نريد أن نرسل رسائل لكل العالم للضمير الإنساني للقوى السياسية على المستوى العالم أن الناس ديال الريف عازمون على المضي قدما في تحرير الوطن ديالهم من براثين الاستعمار المغربي. وحان الوقت لأن نطلب بحقوقنا. نحن لسنا انفصاليين، بل نحن شعب حر ونريد الحرية. اللي كيحكم علينا في البلاد في الريف يخرج يجمع القشاوج ديالو كنقولوا له بالعربيه ديالنا كي برون سا باغاج سون فيستي سون باغاج با لو ريف بارتيان او ريفان. والرساله اللي بغيت نوصل حتى للمغاربه الاحرار اللي ما عارفينش التاريخ والتاريخ ديال جمهوريه الريف ما قراوهمش لان التعليم كيتحكم فيه الكيان الصهيوني كنعرفوه، والذنب ماشي عليهم. لو كان قراو التاريخ الحقيقي ديال جمهوريه الريف لكان المغاربه السباقون الى احياء والجهاد وقول كلمه الحق ومسانده جمهوريه الريف. Plus qu'un rêve, c'est une conviction transmise de génération en génération. باش حتى هي غادي تكبر تعرف الريف كان عندنا الدوله، الريف ديالنا ماشي ديال الاحتلال الغربي. هذاك الشيء المهم باش حتى هي غادي يبقى فيها هذاك الشيء ديالها. الى الولي البابا ما كاينش غادي ان شاء الله حتى هما من هنا غادي يكملوا على هذا الطريق. Une voix qui franchit désormais les frontières, touchant même certains Belges. De retourner à ce pays sans problème. Et la dictature de Mohamed VI doit finir, que les personnes peuvent revenir à le pays. À l'appui de cette mobilisation, le 3e colloque international sur la République du Rif a rappelé les fondements historiques, juridiques et politiques des revendications rifaines. Bonjour pour la cause rifaine. Parce qu'effectivement, on ne cesse de répéter que le RIF a le droit à l'autodétermination, que c'est un peuple qui a déjà eu sa république, etc. Mais c'est une chose que cette affirmation soit dite et prononcée par des rifains, qu'elle soit prononcée par des juristes de métier, par des avocats et des professeurs de droit international. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des professeurs de droit international qui, effectivement, confirment que le RIF a effectivement exercé son droit à l'autodétermination en 1921. Et donc, ce que nous vivons, ce que vit le RIF aujourd'hui, est une occupation ou la suite d'une occupation. Et la deuxième question à laquelle les juristes ont répondu, c'est est-ce que l'annexion du RIF par le Maroc est-elle légale au regard du droit international? Et là, pareil, la réponse et son détour, c'est que sans consultation populaire, sans référendum, cette annexion est-elle légale? Pour plusieurs juristes internationaux, l'existence de l'État du Rif répondait déjà aux critères de la Convention de Montevideo de 1921 définissant un État. Elle avait un territoire, avait un gouvernement qui contrôlait le territoire et elle avait quelques relations avec quelques pays. What I say is that the fact that the exercise of the right to self-determination. Ce que je dis, c'est que le fait que l'exercice du droit à l'autodétermination n'a pas été effectivement réalisé à ce moment-là ne signifie pas que ce droit ne s'exerce plus jusqu'à ce moment. Le droit avait déjà été exercé du fait même qu'il y eut un référendum. C'était une réaffirmation ou une restauration, si vous préférez, de l'existence de l'État. Restoration, if you want, of the existence as a state. Et c'est sur cette base que le parti rifin entend saisir la Cour internationale de justice pour dénoncer l'illégalité de l'annexion par le Maroc de ses territoires et faire reconnaître au nom du droit international le principe d'autodétermination acté dès 1921. Et c'est au cœur de l'Afrique que cet appel résonne déjà. Les représentants des chancelleries du Zimbabwe, du Congo, de la Guinée et du Cameroun ont marqué par leur présence le soutien à cette cause. En ce mois de septembre, la grogne monte au Maroc. Dans plusieurs régions du pays, de nombreuses familles disent vivre dans l'oubli total, sans accès aux soins ni même aux services de base. Les parents peinent à nourrir leurs enfants. Certains parlent même de mendier pour survivre. Le régime est accusé de détourner l'attention des besoins essentiels du peuple marocain. Une colère qui ne cesse de s'amplifier. Houda Rouabah ainsi que Yanis Abdelkassem.
Au cœur du Maroc, des cris se font entendre depuis des semaines dans ces villages carrément oubliés. La pauvreté et l'absence de soins sévissent maintenant des milliers de Marocains dans des conditions de vie lamentables. Ils disent que la vie est belle ici. Oui, elle l'est, mais pour les responsables politiques, nous les citoyens, nous souffrons. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et les parents mendient pour répondre aux besoins de leurs enfants. Vous appelez ça un État? Tout est faux. Rien de ce qu'ils promettent n'est appliqué. Je me demande si je suis un citoyen marocain. Si ce n'est pas le cas, qu'ils nous le disent. La soif et la faim et le dénuement rythment la vie des milliers de Marocains. Ils subissent l'injustice du Marzen. Il n'y a pas de service de santé. Par contre, le ministre de la Santé, lui, jouit de tous les avantages. Voilà à quoi se résume notre pays aujourd'hui. Des voleurs et usurpateurs des richesses du pays. Il s'agit d'une privation totale qui touche chaque Marocain, alors que le Marzen préfère se focaliser sur d'autres dossiers, comme renforcer ses liens avec l'entité sioniste, occultant les droits les plus élémentaires de son peuple. Voilà qui clôture ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie avec la suite de nos programmes et à jeudi prochain.